Bonsoir à toutes et à tous. Pour débuter ce journal, les chiffres de l'épidémie en Pays de la Loire et en Vendée. Depuis la semaine dernière, les indicateurs montrent une amélioration de la situation sanitaire. Le taux d'incidence et le taux de positivité ont nettement diminué. L'ARS recense ainsi un taux d'incidence de 153 cas positifs pour 100 000 habitants contre 225 mercredi dernier en Vendée. La positivité a baissé de 2 points sur la même période. En milieu hospitalier, 874 patients Covid sont actuellement sous surveillance. C'est 100 patients de moins par rapport aux chiffres de la semaine dernière. 147 sont en réanimation. En Vendée, 128 personnes sont actuellement soignées, dont 18 en réanimation. Et parmi les secteurs touchés par cette crise sanitaire, l'événementiel, avec les différents confinements et les restrictions sanitaires depuis novembre dernier. Beaucoup de couples ont dû reporter ou annuler leur mariage. Les lieux de réception comme le domaine de la Moinardière dans la commune du Bernard par exemple ont vu leurs réservations s'accumuler au fil des semaines. Aujourd'hui, avec le calendrier du déconfinement, le secteur pourra reprendre à partir du 19 mai, mais selon un protocole sanitaire très strict. Explication, Alexia Janet. On commence ? Oui. Rappelez-moi, c'est un mariage pour... Pour les mariés, le jour J, ce sera peut-être le 19 mai. En tout cas, c'est la date à laquelle les premiers mariages pourront avoir lieu, mais seulement en extérieur, avec une jauge d'invités à 35% de la capacité du lieu de réception. Il faudra attendre la deuxième phase du déconfinement, le 9 juin, pour avoir un protocole plus souple. Quand on les a eus en mars, février, en mai, ils ne se projetaient pas, quoi. Ils se disaient c'est pas possible, on est confinés, on ne va jamais pouvoir se marier en mai. Donc ça a été reporté sur mai. Donc normalement, la reprise, elle se fait qu'en juin. Même s'ils auraient pu éventuellement peut-être se marier en mai. Mais ça me paraît un petit peu plus complexe quand même, parce qu'on a moins de visibilité. Là, on a un mois pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Et les choses évolueront dès le 9 juin avec une jauge d'invités à 50% de l'espace intérieur. Pour la restauration, pas plus de 6 personnes par table et le bal se fera uniquement à l'extérieur, sans oublier le couvre-feu à 23h. Une quantité de restrictions qui fait parfois peur aux futurs mariés. Ils ont peur d'être obligés de jouer les gendarmes un petit peu pendant le mariage, de vérifier que les gens, lorsqu'ils vont se lever, aient le port du masque, de bien vérifier toutes ces choses-là. Je pense que c'est déjà un mariage, c'est assez stressant, mais là, de rajouter ces protocoles, c'est assez anxiogène quand même, oui. Et nous, on n'est pas sur le domaine pour vérifier non plus. De l'inquiétude pour les mariés, mais pour ces professionnels, c'est tout le contraire. Protocole ou pas, elles se disent heureuses d'enfin reprendre leur activité. C'est quand même un gros soulagement d'avoir enfin des dates, de pouvoir se dire ça y est, à partir de ces dates-là, on va pouvoir recommencer et de relancer la machine. Ici, une quinzaine de mariages sont prévus cette année. Avec les nombreux reports ces derniers mois, les réservations sont complètes jusqu'en septembre 2022. Au chapitre éducation, le syndicat CGT Éduc Action 85 dénonce les conditions de reprise des élèves vendéens. Les élèves de primaire sont de retour en présentiel depuis un peu plus d'une semaine. Les collégiens et lycéens viennent de reprendre ce lundi avec une demi-jauge pour les lycées. Pour le syndicat, les protocoles en vigueur actuellement devraient être renforcés. Écoutez. Les protocoles sont toujours aussi flous et aussi différents dans les établissements. Le distanciel ne fonctionne pas. Il y a encore beaucoup de zones blanches et beaucoup d'élèves qui n'ont pas les moyens de faire du distanciel. Les personnels sont usés, sont fatigués. En même temps, on nous a promis des vaccinations, on les attend toujours. Elles ont été faites que pour les plus de 55 ans. Nous réclamons une vaccination pour tous les personnels qui travaillent dans les établissements. Et plus d'un an après le début de cette épidémie, quel impact pour les associations ? En temps normal, elles comptent sur les fonds récoltés à l'occasion de l'auto, de vente de vêtements, de brocantes ou d'autres animations. Mais avec les restrictions sanitaires, ces événements sont impossibles. Il devient donc de plus en plus difficile pour certaines associations de continuer à venir en aide à leurs bénéficiaires. Exemple avec le Secours Populaire et Agir contre la mucoviscidose en Sud-Vendée. Reportage signé Alix Lanos. C'est la dernière photo de membres de l'association réunis pour une remise de chèques et elle date déjà de janvier 2020. Depuis, tout est figé. Pas d'animation, de vide-grenier ou encore de repas annuels. Tout ce qui permettait à l'association Agir contre la mucoviscidose en Sud-Vendée de collecter des fonds. Nous, tous nos dons sont reversés à Vaincre la mucoviscidose, qui est une association nationale, ou Grégory Le Marchal. C'est des associations qui prennent en charge les frais de route pour les parents quand les enfants sont hospitalisés. C'est le confort du patient et de la famille.
Un coup dur pour ce papa qui ne connaît que trop les difficultés liées à la mucoviscidose, une maladie qui affecte particulièrement en ce moment la vie des patients car ils sont très fragiles des poumons. Une double peine pour les malades et leurs familles. Oui, psychologiquement, oui, parce qu'on essaye d'avancer pour vaincre cette maladie. Et là, on est pieds et poings liés par le Covid, quoi, donc c'est frustrant, quoi, on va dire. Et les difficultés financières touchent toutes les associations, des plus petites aux plus grandes. Au Secours populaire, 50% des fonds récoltés proviennent des braderies, lotos et divers événements organisés habituellement. Heureusement, les dons des particuliers, eux, n'ont pas baissé depuis le début de la crise sanitaire et les subventions publiques ont été maintenues, voire augmentées. Une solution, oui, mais à court terme pour le secrétaire général de l'association. Une association comme la nôtre, elle n'est pas là pour vivre de subventions. Elle est là pour vivre d'activités, bon, même si elle a besoin de subventions. Mais il y a un seuil maximum de maximum 20 à 30% de subventions et le reste, il faut le trouver. En ce moment, bon, forcément, on a dépassé ce seuil. Mais pas question d'abandonner les actions de solidarité. L'association espère bien rouvrir ses lieux de vente courant mai, car comme beaucoup d'autres, le Secours populaire de Vendée a vu le nombre de personnes accompagnées ne cesser d'augmenter depuis le début de cette crise sanitaire. Un mot d'emploi avec les résultats de l'enquête 2021 de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre dans le département. Selon cette étude, 41 170 offres d'emploi seront proposées en Vendée cette année. La moitié concerne des postes saisonniers à court et long terme. Et puis autre donnée à signaler, les difficultés de recrutement pour un emploi sur deux. Parmi les secteurs qui devraient embaucher le plus, la restauration, l'hôtellerie, l'agroalimentaire, le médical et l'aide à la personne ou encore les agents d'entretien. Ouvrons à présent une page consacrée à la politique avec les élections départementales. Les candidats avaient jusqu'à cet après-midi pour déposer officiellement leur candidature en préfecture. Dans le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, 2 binômes se sont récemment déclarés. Dans un premier temps, Laurent Boudelier, conseiller départemental sortant et ancien maire de Saint-Hilaire. Il se présente avec Sophie Bourgoin, adjointe à la culture à la mairie de Bretignolles-sur-Mer. Écoutez. C'est dans la continuité des actions qui ont été menées dans la majorité départementale. Je pense au plan biodiversité, je pense à tout ce qui touche l'environnement, les liaisons douces. Et puis accompagner un peu plus le territoire dans le désenclavement routier, dans la partie collège public, c'est un vrai sujet. Et puis les centres de secours, un vrai centre de secours sur Saint-Gilles-Saint-Hilaire, le Fenouillet à déterminer. Et puis dans le cas du plan Vendée Santé, d'implanter un centre départemental de santé dans le rétro-littoral, entre Couex, l'Aiguillon, Saint-Révérend à déterminer évidemment. Et dans un second temps, le Rassemblement national présente également un binôme pour ce canton de Saint-Hilaire-de-Riez. Il s'agit de Jean-Patrick Fillet, représentant départemental du parti et également tête de liste vendéenne aux élections régionales. Il est candidat aux côtés de Marie-Christine Hébran, secrétaire médicale au quotidien. La remise en état des 90 km/h sur toute la Vendée et deuxièmement un moratoire sur les éoliennes terrestres et maritimes. Et après, il y a d'autres propositions qu'on va développer encore un peu plus, notamment sur la fraude sociale, l'accueil des migrants sur la Vendée, surtout sur les mineurs non accompagnés, ça coûte très très cher au département. Et on a d'autres mesures aussi concernant l'handicap, les aînés, etc. Il y en a un peu pour tout le monde. Et dans ce même canton, Isabelle Duranteau, maire de Landevieille et conseillère départementale sortante, et Thomas Perrochot, adjoint au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avaient déjà officiellement déclaré leur candidature. On termine ce journal en musique. Après plusieurs années de construction, de conception et d'installation, l'orgue de Vouvant est aujourd'hui opérationnel. Il a d'ailleurs été inauguré le week-end dernier par un concert de 5 organistes professionnels. Un concert diffusé en ligne ce samedi et ce dimanche, le premier d'une longue série qui animera la programmation musicale de la commune cet été. Découverte de cette pièce unique en son genre dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre. Les notes résonnent enfin dans l'église de Vouvant. Pour son inauguration, 5 organistes ont été appelés pour jouer, dont le célèbre organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Lefebvre. Je suis orphelin depuis 2 ans maintenant, dans l'attente de, on va dire, la restauration et la résurrection de Notre-Dame. Et mon métier étant de jouer de l'orgue, eh bien je fais aussi bien entendu des concerts. Et donc c'est toujours beaucoup d'émotion d'avoir le privilège de
être dans les premiers à faire entendre l'instrument dans le lieu pour lequel il a été construit, puisque chaque orgue est unique et construit spécialement pour un lieu, pour une acoustique. Et c'est ça qui est tout à fait particulier, à la différence du piano, qui sont souvent construits d'une manière industrielle. Eh bien, les orgues, ça reste effectivement un artisanat d'un métier d'art. Un artisanat d'art qui aura demandé 3 ans de construction et de conception, un temps long, car chaque orgue doit être adapté à son église. L'orgue sonne bien dans cette acoustique et il est fait pour cette acoustique. Donc on s'est adapté comme contrainte majeure à ce que l'orgue puisse s'harmoniser avec l'acoustique du lieu. L'opération aura coûté 423 000 €. 85% de ces financements proviennent de dons. En plus des Vouvantais, Vendéens et Français, d'autres nationalités ont participé, des Belges, Allemands, Italiens, Américains ou encore Hongkongais. Une aventure qui permettra d'animer le village de Vouvant. Un instrument comme ça, dès sa création, est une œuvre d'art. Donc ça fait un patrimoine complémentaire pour Vouvant et qui va permettre, entre autres, sur les périodes d'été, d'animer musicalement la commune. Mais c'est un instrument qui va être joué tout au long de l'année. On pourra l'entendre en janvier, dès les folles journées de Nantes en région, à partir du printemps. Festival d'orgue d'été, les journées du patrimoine, la fête de la musique. Ça va faire à peu près une 20aine de concerts. Avec ces concerts, les amateurs de musique pourront profiter de cet orgue tout neuf dans une église pourtant âgée de plus de 1000 ans. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Prochain point sur l'information demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.